Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour ce nouveau Buzz TV, diffusé sur Figaro Live, Figaro Radio et bien sûr Figaro TV Île-de-France. Salut Mathilde. Salut. Notre invité du jour, vous allez le découvrir dans un instant, un humoriste aux phrases inimitables, au toucher délicat, à la voix qui porte avec lui, c'est bien simple. Les femmes en prennent pour leur grade, mais aussi les belles-mères, les enfants, toute la famille. Bref, ce père de famille relativement nombreuse, il faut le dire, va très bientôt vous régaler comme il régale son public depuis près de 20 ans. Bonjour Olivier de Benoît. Bonjour. Merci d'être avec nous, on est ravis de vous avoir. Le petit dernier, c'est pas le verre qu'on prend avant de quitter le bar, c'est le nom de votre dernier spectacle, un one-man show qui sera diffusé samedi à 21h10 en prime time sur C8. Vous l'avez appelé ainsi, évidemment, en hommage à la naissance de votre 4e enfant, et pour montrer également aux femmes que les hommes sont bien plus efficaces qu'elles pour s'occuper de ces enfants. Ma première question est simple, combien d'associations féministes à peu près vous vous êtes mis à dos, Olivier? Malheureusement aucune. C'est vrai. Malheureusement, mais non, c'est pas ça, mais à chaque fois on me dit est-ce qu'il y a des femelles qui viennent sur scène j'adorerais. Non, mais c'est vrai que j'ai toujours ce personnage du con, ça, il est récurrent. Un peu misogyne, c'est ça. Voilà, mais là c'est sur les enfants, etc. Mais j'adore ce personnage de con qui pense avoir raison contre le monde entier. Et c'est vrai que ça marche très bien. Donc effectivement, là effectivement, je donne des conseils improbables. Je crée une école qui s'appelle School of l'Exomile, une école de parents qui est parrainée par Dupont de Ligonnès. Et donc c'est vrai que voilà, on part, ça part dans tous les délires. Mais c'est un spectacle que j'adore jouer. Et malheureusement, c'est la fin. Et donc c'est 8 samedi, c'est vrai que c'est le point d'orgue. J'aurais adoré le jouer parce que c'est vrai que même si c'est un texte, un thème qui est assez classique, les enfants, etc., je pense que les axes que j'ai pu trouver étaient plutôt rigolos, notamment la place de l'enfant dans la famille, qui est un des moments préférés dans le spectacle. On va le voir, effectivement. Il y en a ou alors que ce soit l'enfant préféré, que ce soit les analyses des pleurs des bébés pour dire ce qu'il veut dire, etc. Il y a plein de trucs et je me suis régalé. Alors justement, dans votre vie perso, vous diriez que vous êtes un papa exemplaire sur l'éducation de vos enfants? Je suis un papa lâche. Il y a good cop et bad cop. Moi, je suis celui qui réconforte les enfants parce que la maman est trop dure. C'est bien, c'est de mon rôle en général. On est beaucoup à le prendre, ce rôle-là. Voilà, c'est le rôle du lâche absolu. Je pense que je suis en co-première ligne avec ma femme. Et non, la seule chose il n'y a aucun message dans ce spectacle, c'est le seul one-man show en France qui n'a pas de message. Si ce n'est un truc, c'est de dire c'est pas grave d'avoir un enfant, c'est pas une maladie, parce qu'il y a une espèce de pression maintenant sociétale qui fait croire qu'on n'est pas naturellement des bons parents. Il faut faire devenir des bons parents. Il y a des coachs, des trucs, des machins. Et effectivement, là, ce qui est bien, c'est que il y a une trentaine d'années, nos parents, mes parents, la génération précédente, les pères de famille étaient en seconde ligne. Ils commençaient à s'intéresser à leurs enfants quand ils avaient 13 ans, quand ils parlaient et quand ils pouvaient aller au foot. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les nouveaux pères 2.0, ils sont là à la maternité, ils sont à fond, ils se lèvent la nuit pour le biberon. Oui, je ne savais pas que les enfants pleuraient la nuit. Ouais, c'est une légende urbaine. Une légende urbaine. Vous avez informé, c'est une légende urbaine. Vous le dites dans votre spectacle, d'ailleurs, vous vengez. Et à un moment, votre personnage va voir l'enfant et le réveille en criant, en disant, t'as vu ce que ça fait. Tu vois, c'est chiant. C'est vrai que c'est une vanne que je préfère, parce que j'imagine l'enfant dort à 3h du matin et vous hurlez dessus. Tu vois que c'est chiant quand on te réveille, tu fermes la porte. Oui, non mais c'est vrai que... On a tous rêvé, vous l'avez fait, vous, Olivier. C'est ça. À quel prix parce qu'il s'est jamais rendormi. Non mais c'est vrai que donc voilà, donc je trouve que c'est un spectacle moderne pour ça en même temps, et ça touche à la et puis en même temps je parle de sujets modernes, notamment l'éducation positive, qui est assez décriée aujourd'hui. Absolument. Et on va en parler de tout ça, on va analyser ce spectacle en long, en large et en travers pour suivre cet entretien, parler de ce spectacle, de tous vos projets également. Ce sera après les news médias de Mathilde Saïfer. On est Marseille Info Média avec une plainte qui a été déposée contre Sébastien Coé, l'animateur. Oui, et c'est une plainte pour viol qui vise l'animateur vedette de Énergie. Tout a commencé la semaine dernière quand une capture d'écran avec des messages à caractère sexuel circulait et était attribuée à Coé. Il s'est immédiatement défendu en portant plainte pour harcèlement moral et c'est pour ça que la victime présumée a finalement porté plainte pour viol, dont un supposé lorsqu'elle avait 16 ans. Cette plainte est actuellement en cours d'exploitation, a annoncé le parquet de Bourg-en-Bresse, sans pour autant prendre de décision sur son orientation.
Absolument. Alors évidemment, il y en a beaucoup, hein. C'est l'époque MeToo, il y a beaucoup de gens qui ont été attaqués, etc. Cette justice, le fait que ce soit étalé comme ça, qu'est-ce que vous en pensez, Olivier ? C'est compliqué aujourd'hui, parce que même s'il y a une suspicion d'innocence, c'est sur la place publique, hein, et ça arrive à des acteurs... Même je trouve que le terme suspicion d'innocence, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur terme. C'est-à-dire que moi, je considère qu'effectivement, justice doit être rendue dans tous les cas, c'est sûr, mais je veux dire par là, c'est que... La personne est innocente tant qu'il n'a pas... C'est parce que, quelque part, quand l'innocence arrive après, les personnes ont déjà été... et en même temps, de dire ça, ce n'est pas minimiser la parole des victimes, mais c'est juste voilà, moi j'ai fait 5 ans de droit, c'est un processus juridique, etc., qu'il faut respecter, et voilà ce que je pense. Mais le tribunal des réseaux sociaux, parfois, c'est terrible, parce qu'on a l'impression que des gens sont jugés avant même que la justice soit passée. Oui, et puis après, une fois que c'est... Voilà, je trouve qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, je pense qu'il faut que c'est pas aux réseaux sociaux de juger, ou alors on dit la justice c'est fini, c'est les réseaux sociaux qui décident qui est coupable ou pas, et à ce moment on rentre dans un monde 2.0, et j'espère être très très loin de ce monde le jour où il arrivera. Oui, tout le monde, ça peut évidemment arriver à tout le monde. On continue ces infos médias avec Sophie Davant qui évoque ses faibles audiences sur Europe 1. Oui, l'ancienne animatrice d'Affaires conclues a quitté France 2 à la fin de l'été pour reprendre la radio. Depuis la rentrée, elle anime Sophie et les copains sur Europe 1, et après plus de 2 mois, on peut dire que l'émission n'a pas encore rencontré son public. 76 000 auditeurs sur la période, alors qu'en comparaison, Historiquement Vôtre de Stéphane Bern était à 110 000 sur la même case. Et face aux grosses têtes sur RTL, elle affirme ne pas pouvoir faire de miracle, mais explique que ce battage médiatique autour de ses audiences viendrait du fait qu'elle a, je cite, été l'annonce du transfert de l'été. C'est la rançon de la célébrité, c'est difficile à vivre, a-t-elle affirmé. La rançon de la célébrité, c'est pas mal pour expliquer les faits de mort. Vous avez été victime de ça, la rançon de la célébrité? Non, pas encore. Pas encore. Non. Mais j'aime beaucoup cette animatrice. Voilà. Sophie Davant, ça fait partie des gens qui ont toujours été très élégants, et j'aime beaucoup cette fille. Après, c'est vrai que je connais bien Laurent Ruquier. Ouais. C'est vrai que Laurent Ruquier a une machine de guerre extraordinaire. Vous avez fait les grosses têtes, bien sûr aussi. Oui, c'est dur de lutter contre lui. Oui. C'est quelque chose. C'est un format extraordinaire lancé par un Ruquier brillantissime et qui c'est drôle, c'est populaire, ça peut parfois être un peu trash. Ils ont tous les ingrédients. On passe un super moment. C'est compliqué de rivaliser. Il faut d'avoir la formule magique qui va en face. Je veux dire, ça a commencé en 76, les grosses têtes. Avec Philippe Bouvard, bien sûr. Oui. Et donc je veux dire par là, c'est que c'est un format en or. Donc je trouve que c'est hyper courageux. Voilà. En tout cas. Et puis on verra aux prochaines audiences. Voilà. Et évidemment, il laisse un peu le temps de s'installer. On termine avec le chiffre du jour, Mathilde. C'est le 30 aujourd'hui. Oui, et c'est le nombre de jeunes femmes à concourir pour Miss France. Ouais. Elles en ont toutes en fait reçu pour leur grade hier soir dans TPMP. En fait, les chroniqueurs ont réagi aux photos officielles des candidates, et elles ressembleraient, je cite, à des photomatons dégueulasses. Donc que ce soit leur robe rouge, le fond beige ou les retouches, rien ne va selon la bande d'Hanouna. Les Miss sont magnifiques, mais les photos sont un torchon, a tranché le présentateur. Ici, ce n'est donc pas leur beauté qui est jugée, mais la mise en valeur faite par le comité. Cyril Hanouna et sa bande ont toujours un avis sur tout, ils font toujours le buzz partout. Vous avez déjà été invité chez lui, on vous a déjà proposé d'être chroniqueur ou pas? Cyril Hanouna est un type que j'aime beaucoup, parce que c'est un type, donc mon spectacle est diffusé donc samedi sur C8, bien sûr, et déjà la dernière fois, il avait été adorable, c'est-à-dire qu'il avait mis un peu en avant le spectacle, et puis le lendemain matin, le premier coup de fil que j'ai eu pour les audiences, c'est Cyril. Ah oui. Et c'est un type que, voilà. Donc moi, après, on a les gens, les personnalités, on les aime, on les aime pas, mais moi, je suis pas, c'est dans le privé que je note la gentillesse des uns, des attentions des autres, et c'est vrai que je parlais de Ruquier, puis Laurent Ruquier, qui est un type que j'adore, comme ceux qui m'ont fait Michel Drucker, Patrick Sébastien, etc. Il y a des gens comme ça qui m'ont mis en avant, et Cyril Hanouna est un type, il a toujours été extrêmement élégant. Voilà, il a ce point commun avec l'animatrice dont on parlait avant. On vous a déjà proposé d'être chroniqueur dans TPMP ou pas? Non, pas dans TPMP, mais c'est vrai que j'avais été un bruit de couloir pour faire son autre émission, je sais plus que... Face à Baba? Non, c'était un autre... Je sais plus comment c'était, vous étiez plusieurs, mais en fait, je dois reconnaître que c'est pas un exercice dans lequel je suis très à l'aise. Balance ton poste. Ouais, balance ton poste. Je suis pas très à l'aise dans ce genre d'exercice. Ouais, c'est vrai. Même avec un truc préparé, un sketch et tout, non? Faire un sketch dans une émission... Comme vous le faites chez Drucker, par exemple. Pourquoi pas, mais c'est assez compliqué de s'installer quand vous avez un débat assez compliqué sur la situation internationale, etc. Tout d'un coup, sur un sujet de société dur, c'est compliqué d'arriver et de dire, voilà, le jour ma femme m'a dit, ou donc d'arriver à s'imposer. Donc voilà. Mais ce bruit, voilà, je reviens sur
cette émission dont j'ai déjà paumé le nom, Balance ton poste. Je n'ai jamais eu de proposition officielle, mais j'avais entendu qu'ils auraient pu penser à moi. J'avais été flatté parce que c'est toujours agréable qu'on pense à soi, quoi qu'il arrive. Évidemment. Fini pour les news médias, Mathilde? Ah non, il y en a que ça. Il y en aura d'autres news dès demain. Ça fait 3. Il nous reste 15 minutes, Olivier, pour parler avec vous de ce spectacle. C'est tout de suite le grand entretien du Buzz TV. Olivier de Benoît est avec nous avec Le Petit Dernier, le titre de votre one-man show que vous jouez depuis presque 3 ans maintenant, c'est ça? Exactement. À peu près, vous êtes attaqué aux femmes, donc aux belles-mères, vous êtes même attaqué à vous-même avec votre âge avancé sur 0,40. Vous avez donc décidé de vous fâcher avec les derniers membres de votre famille qui vous supportaient encore, c'est-à-dire vos enfants. Racontez-nous un peu comment ça se passe à la maison le soir, Olivier. Ça va? Pas de soucis particuliers? J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est qu'effectivement mes enfants ont vu le spectacle et depuis ils ont chacun pris un avocat. D'accord. Donc on est en médiation. On est actuellement en médiation. Je ne peux rien dire pour l'instant. Comment ils payent leur avocat? C'est grâce à leur argent de poche? Non, ils doivent être financés par l'association des enfants de France. Non, mais c'est vrai que mes enfants, ça les fait marrer. Et en même temps, comme j'ai 2 ados et que je parle des ados dans le spectacle, parce que c'est un sujet que j'adore, ils m'ont ça a été une source d'inspiration. Et ils se sont marrés sur certaines vannes, mes ados de ce spectacle, ce qui prouve qu'ils ont une activité cérébrale, chose dont j'étais pas sûr il y a encore quelques mois. Vous avez pris des séances de psy pour eux après ou pas pour la suite? Parce que ça va infuser et ce sera plus tard. Mais c'est vrai que, en tout cas, mes enfants, ils sont non, mais c'est le premier public. Et puis c'est vrai que comme ça coûte une fortune les enfants à élever, quelque part, je trouve que c'est un gagnant-gagnant. C'est-à-dire que je gagne de l'argent en parlant. Donc ils savent qu'il y a une rétribution à donner. Et alors vous avez décidé de briser un tabou, celui de l'inefficacité présumée des hommes pour élever les enfants. Pourquoi avoir choisi cette thématique en particulier? Non, mais en fait, c'est plus sous forme de blague. Je joue toujours le rôle du con, et donc en fait, évidemment, le con dira que les hommes sont plus habilités à s'occuper des enfants que les femmes, et donc je donne des conseils aux mères de famille, ce qui est ubuesque. Mais c'est vrai que, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une chose qui est vraie, c'est que ce qui est marrant, c'est que le monde a changé, c'est les papas en première ligne, en co-première ligne. C'est-à-dire que ce soit dans les groupes WhatsApp, que ce soit dans les parents, les papas qui viennent les chercher, ou qui organisent les événements, etc., il y a vraiment, c'est marrant, c'est une révolution dont on ne parle pas, elle est incroyable. La façon dont les pères de famille sont maintenant totalement investis. Donc c'est pour ça que vous êtes dans cette révolution vous aussi? Alors, c'est ça, j'ai été contraint. J'ai été menacé. Vous imaginez, j'ai été menacé. Je fais moins de tennis et je suis malheureusement plus chez moi. Moins de golf. Absolument. Mais la misogynie, vous en êtes quand même un peu au revenu aussi. Votre dernier spectacle 040, avant Le Petit Dernier, vous aviez aussi. Je suis parti au bon moment. Voilà, vous aviez aussi fait un petit mea culpa, notamment avec les misogynes anonymes. Je mettais une pièce, effectivement, à chaque fois que je n'étais pas élégant. Mais c'est vrai que non, mais c'est pas du tout ça parce que déjà j'aime pas le mot misogyne parce qu'en fait il y a un côté c'est les gens que je déteste le plus au monde. Donc c'est pour ça que les vrais misogynes, ils sont terribles. C'est-à-dire que je déteste quelque part. Je suis l'humoriste le plus féministe, je pense, du PAF, parce qu'en fait c'est courageux de le dire. Non, mais c'est pas ça parce que comme je joue le rôle d'un con et donc les femmes se marrent parce que les femmes adorent ce personnage-là. Et donc, en fait, à travers les conneries que je peux raconter, elles se foutent de la gueule de tous ces cons que j'aborde absolument, c'est-à-dire les machos. Je trouve qu'il n'y a pas plus ringard aujourd'hui qu'un macho misogyne. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le père de famille moderne, ou en tout cas l'homme moderne, il est plus du tout comme ça. Il s'occupe de ses mômes, il est efficace. Et voilà, il n'est pas à 4 grammes à 5h du mat en train d'insulter. Vous le dites d'ailleurs en donnant des chiffres, c'est ça? Sur le temps d'occupation des hommes et des femmes. 119 minutes, les femmes passent 119 minutes par jour à s'occuper de leurs enfants. Et donc 2 heures quasiment. Et les hommes 49 minutes, ce qui prouve évidemment que les hommes sont plus efficaces. Mais ça, ce sont 2 chiffres mis l'un à côté de l'autre qui sont évidents. Mathilde, allez-y, défendez-vous. Peut-être qu'elle a fait une filière littéraire, donc peut-être que les deux chiffres peut-être ensemble. Vous avez vu, il est terrible. Ouais, non, c'est comme ça. C'est tout le temps comme ça en fait. Vous continuez de cibler les femmes constamment, c'est un sujet inépuisable. Pas constamment, parce que là c'est vraiment sur les enfants. C'est inépuisable. Mais c'est vrai que c'est vrai que je trouve que c'est très drôle, c'est hyper clivant. Je me fais siffler la moitié du temps dans le spectacle. Oui, donc j'adore, au même titre que d'autres humoristes femmes ont pris le créneau aussi. Et c'est vrai que c'est très amusant. C'est très amusant parce que je pense que je le fais bien. Ouais. C'est très prétentieux de ma part, mais je pense que comme je le fais bien, ça fait rire beaucoup les femmes. Mais il y a beaucoup
de femmes pendant vos spectacles. Comment la moitié de la salle, c'est des femmes. Parce qu'en fait, les femmes adorent. Sont forcées par leur mari de venir. Non, parce qu'en général, c'est des femmes qui forcent leur mari pour beaucoup de choses. Et notamment, je vois beaucoup d'hommes avec des bracelets électroniques à ma séance avec les femmes. Non, mais les femmes, elles adorent ça. Elles me disent à chaque fois, continuez à nous faire marrer. Non, c'est masochiste parce qu'on aime bien être moqué à partir du moment où c'est fait avec élégance et bienveillance et qu'il n'y a aucune ambiguïté. Donc évidemment, comme il n'y en a aucune, évidemment, comme je suis malheureusement marié depuis maintenant 20 ans, ils savent que je vis un malheur absolu. Malheureusement. J'ai dit malheureusement. Est-ce qu'on peut couper malheureusement pour ma femme ? C'est trop tard, Olivier. Mais à l'heure de MeToo, du wokisme, comment Olivier de Benoît vit tout ça ? Mais non, mais en fait, non, mais très bien. Non, mais c'est vrai que non, mais parce qu'en plus, je suis très fier de j'ai 2 filles, et donc pour être sérieux 2 secondes, je suis absolument, je suis un papa poule absolu, et je suis très très heureux, par exemple, que ma fille, qui maintenant a 18 ans, vive dans un monde beaucoup plus féministe qu'il ne l'a été. Voilà, moi je suis, et je vais vous le dire même, je le fais sur une émission qui est associée au Figaro, donc un peu politique, etc. Oui. J'adorerais qu'il y ait une femme présidente. Voilà. Et s'il y en a une qui se présente avec des idées qui ne seraient pas trop éloignées, je serais ravi. Parce que je rêve d'un monde. Il y en a une là qui est bien placée. Je rêve d'un monde. Oui, mais votre cam. Non, c'est pas ma cam. Mais voilà. J'aimerais avoir une femme présidente. Je trouve ça. J'aurais voté pour Ségolène Royal si ça avait été le cas à l'époque. J'aimerais parce que je pense que les femmes sont bien meilleures pour un certain nombre de choses. Et voilà. Donc la femme définitivement est l'avenir de l'homme. C'est pas faux. Mais alors, ce qui est sympa avec vous quand même, c'est que vous tendez le bâton pour vous faire battre. Pendant un spectacle, vous aviez distribué des pistolets à eau à des femmes qui vous tiraient dessus dès que vous dépassiez un petit peu les bornes selon elles. Vous finissez la soirée trempée. Non, mais au bout de 10 minutes, je retirais les pistolets parce que j'étais trempé au bout de 10 minutes. Mais c'est vrai que, non, parce que si vous voulez ajouter, j'enfilais un énorme à l'homme pour me défendre. Donc c'était encore une fois totalement tronqué. Mais c'est vrai que c'était très drôle. C'est très drôle de dire à chaque fois que je fais un truc misogyne, vous m'arrosez, et la phrase suivante, c'était déjà un truc improbable. Parce que, et voilà, donc c'est une pièce dans la machine, et c'est vrai que c'est un sketch qui a d'ailleurs est repris par sur TikTok, il marche très bien parce que les gens adorent. Alors on dit on peut plus, voilà, mais il y a rien de misogyne là-dedans puisque je suis le con. Donc voilà. Mais c'est vrai que voilà, en tout cas ce spectacle a très marché, ça s'appelait Fournisseur d'excès. Après il y a eu donc 040 dont j'étais déjà venu parler ici. Absolument. Et c'est vrai que voilà, donc c'était la thématique des rapports hommes-femmes où je défendais les femmes. Là le 040, je parlais de mon vieil âge, et là maintenant et voilà avec les enfants. Alors l'humour est souvent en première ligne, des indignations, souvent actuellement aujourd'hui. Récemment il y a Guillaume Meurice et au centre de la polémique pour avoir traité Netanyahou de prépuce de nazi. Je cite, beaucoup sont indignés, d'autres crient à la liberté d'expression. En tant qu'humoriste, quel est votre sentiment global là-dessus ? Je sais que c'est une vaste question, Olivier, mais l'indignation, la liberté d'expression, comment on fait la question, elle restera éternelle. Ouais. C'est si on limite la liberté d'expression, qui la limite ? Voilà. Je pose juste ça là. Qui peut limiter la liberté d'expression ? L'État ? Non, mais justement, qui peut le faire ? Donc donc l'humour, on est sur pour faire rire, on est sur un fil. De temps en temps, ça passe. Il arrive parfois que ça passe pas. C'est un numéro d'équilibriste. Donc, si vous voulez, vous savez, quand vous voulez être drôle, je vous ai pas encore vu à l'œuvre, mais c'est vrai que si vous voulez, je déconne, vous êtes drôle, Nicolas. Vous allez voir tout à l'heure quand vous allez vous faire votre sketch. Non, mais c'est vrai que quand vous voulez être drôle, vous prenez un risque. Vous êtes à table et d'un coup, je vais dire un truc drôle. Bon, ben vous avez la chance, vous avez le risque du bide. Bon, ben c'est le principe de l'humour. On est on the riser edge, comme disent les Américains. Et voilà. Et donc, qui ne tente rien ne prend pas de risque. Bon, ben voilà. Donc, c'est pour ça que entre une blague ratée et une blague blessante. Par exemple, ce qu'on reproche notamment à Guillaume Meurice, c'est de ne pas s'être excusé. La patronne de France Inter, de Radio France, l'a fait à sa place d'ailleurs, les équipes, pas lui. Est-ce que vous excusez, par exemple, si vous ratez une blague un jour je trouve, vous blessez des gens, mais en fait, c'est vrai, non, là je parle en mon nom propre, c'est vrai que si effectivement une vanne blesse des gens et n'a pas touché sa cible, je n'ai aucun problème à le dire. Donc, vous après, direz pardon. Je n'ai aucun problème à le dire, c'est tout. Après, chacun fait ce qu'il veut et je laisse chaque humoriste
soit là. Oui, mais bien sûr. je veux dire, la règle, ça reste quand même. C'est compliqué, mais c'est tellement compliqué que si vous voulez que c'est pas en. Il faudrait en parler pendant 3 jours. Donc voilà. En tout cas, moi, je suis sur des sujets a priori où je n'aurais pas d'avertissement. Sociétale, vie quotidienne, ça passe. Vous vous censurez vous-même parfois? Ma femme me Selon censure. oui. Ma femme relit mon texte. Elle relit votre texte, Oui, alors, elle enlève les vannes qui la gênent le Qui plus, sont un peu trop, ou les vannes où je mens. Non, il y a qu'un truc qui moi, c'est le niveau de rire qui m'intéresse, Ouais. et c'est la qualité du rire. C'est-à-dire que je veux des rires généreux, je veux que le public se marre. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis quasiment le seul spectacle en France à n'avoir aucun message, et j'en ai absolument rien à faire. C'est-à-dire que je vis avec un contrat très simple. Je suis un clown, je fais rire pendant 1h30, et le public paye pour se marrer. C'est juste ça. Et a priori, ça fait 4 fois que ça dure. J'ai fait 250 dates de tournée, les gens ont toujours ri et reviennent à chaque fois. C'est tout ce que je veux. Je veux dire par là, c'est qu'après, alors, vous avez des humoristes qui arrivent à avoir quand même 1000 feuilles d'autres couches extraordinaires, des messages, des choses, des machins. Moi, c'est formidable. Moi, je parle à ma petite personne. Voilà, je me situe comme un humoriste, un clown, voilà, avec, si je pouvais avoir un nez rouge, j'ai un nez rouge, et je ne veux pas, je n'ai pas à culpabiliser le public, je n'ai pas voilà, je n'ai pas à l'aider à penser. Je suis juste là, un clown, le fou du roi, et je ne serai jamais le roi. À la place. Justement, l'exposition, quand on en parle, vous êtes sur scène, comme vous êtes, par exemple, quand vous faites une chronique chez Michel Drucker. On en parlait avant l'émission ensemble. Tex, qui avait fait cette blague sur C8, misogyne, qui avait été viré, alors qu'il la faisait depuis 20 ans sur scène. Vous, quand vous passez de la scène à Michel Drucker, par exemple, donc devant 2 millions de personnes qui vous regardent, est-ce que c'est un Olivier de Bonin différent? Vous faites plus attention à vos vannes que celles que vous faites sur scène, ou pas forcément? Non, honnêtement, non, simplement, il n'y a pas beaucoup de différence? Non, en fait, la grande différence, c'est que, bon, si vous voulez, les vannes à la télé, le niveau, moi, ce qui m'intéresse, c'est le niveau, la difficulté de faire rire à la télé. C'est-à-dire que c'est grâce à ça que j'ai appris le métier chez Ruquier. C'est-à-dire qu'une vanne que vous faites dans votre spectacle et qui fait rire, qui est à, on va dire, que vous pensez être à 15, en fait, elle est à 12, et pour être drôle à la télé, il faut être à 18. Donc, en fait, vraiment pour marquer les gens. Parce que vous pouvez faire de la télé pendant des années sans remplir une salle. Parce qu'il faut un niveau de rire, on pense. C'est parce que les gens chauffent la salle et qu'il y a des rires dans la salle que ça marche. Le public qui regarde, il a vraiment besoin d'avoir un niveau de rire. Donc moi, voilà. Donc c'est pas tellement par rapport aux problématiques de vannes, c'est au niveau de vannes, et où comment je passe des heures et des heures pour avoir 15 vannes qui soient à 18. Mais ça aide quand même la télévision, notamment en pièce. Mathieu Madénian, qui était à votre place, qui est déjà venu ici, que vous connaissez, ça c'est moche. Mathieu Madénian a dit qu'effectivement, le jour où il est arrivé chez Michel Drucker, il avait vu les entrées, la vente de ses billets, évidemment, augmenter très très rapidement. Mais pourquoi? Parce qu'il n'était pas chez Drucker, il était excellent chez Drucker. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pas ça, parce que c'est ça, parce que peut-être qu'il par modestie, il a peut-être pas précisé. Parce qu'il peut être chez Drucker pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans, s'il est sympathique. Et que voilà, qu'il est souriant. Mais voilà, mais pour avoir un rire, pour la personne soit devant son poste, rit, ça nécessite une qualité. Et puis c'est pas parce que les gens. Puis il y a aussi un autre débat que j'aime beaucoup, c'est parce que les gens, par exemple dans le public, c'est parce que les gens rient que c'est drôle. Alors ça paraît la phrase la plus absolument. C'est que j'ai remarqué que vous pouvez avoir. Voilà, c'est-à-dire que c'est autre chose. C'est-à-dire que les gens repartent avec l'idée que c'est drôle, ils peuvent. Voilà, c'est encore une fois, bon, c'est assez compliqué, mais je me comprends. On parle de fiction, Mathilde, un peu? Oui. Ouais. On y va. Sur la fiction, vous avez tourné pour la télé dans Candice Renoir, Les Bracelets Rouges, ou encore Le Grand Restaurant, et aussi au cinéma pour Mon Garçon. En janvier, il y a eu Mon Garçon, effectivement, et là en janvier, je suis dans Marlowe avec David Hallyday. D'accord. Donc avec Roman Boringer, etc. On a David Hallyday. Ah ouais, sympa. Un type absolument adorable, un type adorable, et donc voilà, donc ça c'est en janvier-février, Marlowe, et avec évidemment Corinne Mazero, et ça c'était génial. José Dayan, j'ai adoré. C'est spécial, José Dayan sur un tournage, non? Comment elle est? On demande à tout le monde. C'est un personnage exceptionnel, et je suis un énorme fan. Je suis au spectacle, et elle est voilà. Non mais les gens brillants sont pas si nombreux. Elle en fait partie.
Et alors, vous avez une série télé récurrente, ça vous tenterait Vous me proposez quelque chose? Non, parce que c'est évidemment ça marche. Non, mais je fais une blague parce que je me dis, parce que je me sentais... Mathilde a une idée derrière la tête. Mathilde a une idée, le juge est une femme. Non, que ce soit linéaire ou des plateformes d'ailleurs. Non, mais moi, mais là, je suis en train d'écrire un scénario. Donc là, pour l'instant, pour un long métrage. Okay. Donc là, j'espère que ça verra le jour assez vite. Oui, en fait, c'est pas tellement d'ailleurs le format qui m'intéresse que le contenu. C'est-à-dire que moi, je suis prêt à tout faire à partir du moment où c'est bon. Mais je suis ravi. Aujourd'hui, j'ai fait 20 ans de one man, j'ai fait 4-5 spectacles. J'adore être ailleurs. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, dans tous les exemples que vous avez cités de ce que j'ai pu faire, il n'y a aucun rôle comique. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un emploi, comme on dit, en fiction. J'ai l'impression qui me sort de l'autre jour, ma femme m'a dit, etc., etc. Donc là, je suis ravi parce que je peux faire beaucoup de choses. Oui, vous montrez plusieurs facettes au final. Même un film de charme, paraît-il. Merci Olivier, c'est l'heure de notre dernière rubrique, au suivant. Oh non. Hier, nous recevions Thierry Beccaro, l'animateur mythique de Motus, qui avait une question à vous poser, Olivier. Vous la posez, je vous propose de la regarder et puis on y répond juste après. Mais je voulais savoir, toi, comment tu as vécu ou comment tu vis, en dehors de ton spectacle, ta paternité. C'est une question un peu profonde. Ouais, vous avez mis toute l'interview ou alors c'est juste la question? Non, c'était juste la question de Thierry. Il contextualise un peu. Non, mais je déconne. Non, mais Thierry, d'ailleurs, vraiment un type en or, je précise, parce que j'aime bien dire du bien des gens que j'aime bien. Je pense à un père de famille extrêmement présent. J'adore, j'ai 4 enfants, je les adore. Ils passent en 1. Voilà, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de sujet. C'est ce que j'ai de plus beau. Et voilà, et donc je pense que je suis assez épanoui aujourd'hui dans ma vie parce qu'ils sont en 1. Voilà. C'est-à-dire que, et c'est vrai que ceux qui deviendront papa ou maman, c'est vrai que le fait de hiérarchiser comme ça apaise beaucoup en fait. Parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même peu d'autres domaines où on peut être aussi accompli. Demain, nous recevrons sur le plateau Marc Menant, journaliste, chroniqueur, animateur d'émissions d'histoire sur CNews. Olivier, je vous propose de lui poser une question. C'est cette caméra ici, vous voyez, celle de gauche, sur le petit trépied en bois. Marc Menant vous écoute. Bonjour Marc, alors on ne se connaît pas, mais moi je vous connais évidemment parce que j'ai regardé longuement la carte au trésor, voilà. Et d'ailleurs, pour m'amuser, j'ai caché une carte au trésor quelque part autour du plateau et j'espère que vous la trouverez. Et il y a un message pour vous. Merci beaucoup Olivier de Benoît. J'ai hâte de voir Marc Menant en train de chercher autour de la table pour trouver la carte au trésor. Merci beaucoup encore Olivier d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'on vous retrouve samedi en prime time sur C8, le petit dernier, le spectacle qu'il ne faut absolument pas manquer d'Olivier de Benoît. Il sera dispo si vous n'êtes pas sur MyCanal, on peut le retrouver évidemment, il sera en replay si vous n'êtes pas là. On vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite. On se retrouve demain nous Mathilde avec Marc Menant. Bonne journée à toutes et à tous, merci de votre fidélité.